croissance peut-elle passer par l'autodisruption? Telle est la question. Le monde change. Durant les 25 dernières années, on n'a jamais autant vu d'innovation, autant vu de disruption. Tout s'accélère. Chaque jour, une start-up née qui veut changer le monde. Et quand on parle d'innovation, aujourd'hui, on parle souvent aussi de disruption. Quelle est la différence entre les deux notions? L'innovation, c'est parfois faire les mêmes choses un petit peu mieux. On dit qu'on innove. Souvent, innover, c'est faire des choses nouvelles. Mais disrupter, c'est faire quelque chose qui rend le passé obsolète. Ça vous parle? Qui rend le passé obsolète, ce qui veut dire qu'une fois qu'on disrupte, il n'y a plus de retour en arrière. On a changé complètement quelque chose de manière définitive. Alors, qui sont les disrupteurs? Vous les connaissez, pour beaucoup, des entreprises qui sont nées dans les 30 dernières années, qui ont disrupté différents secteurs. Aucun secteur n'est à l'abri, que ce soit la musique, le cinéma, l'automobile, les moyens de paiement, le stockage de données, le téléphone. Vous voyez ici un certain nombre de disrupteurs. Évidemment, qui dit disrupteur dit disrupté. Alors, qui sont leurs victimes? Les disruptés, vous en voyez ici quelques-uns. Certains résistent, encore. D'autres, malheureusement, ont disparu. Parce qu'ils étaient devenus véritablement obsolètes. Alors, à qui le tour? Eh bien, c'est la question qu'on s'est posée chez Time Inc. Quand je les ai rejoints en 2014. Et je vais vous raconter cette histoire vécue de l'intérieur, cette histoire d'autodisruption vécue de l'intérieur. En 2011, chez Time Inc., tout va bien. Cette filiale anglo-saxonne du géant des médias américains est leader sur son marché, leader incontesté. À la fois en part de lectorat, en part de marché publicitaire, en tant qu'éditeur multiplateforme, numéro 1 sur tous les tableaux. Mais être le leader dans un secteur comme la presse magazine, qui est lui-même en forte décroissance, ce n'est pas une position très facile. Parce que même les leaders ne sont pas à l'abri de la disruption. Et donc, depuis 2011, c'est un secteur qui souffre. Les revenus publicitaires s'érodent, les abonnements sont en décroissance constante, plus personne n'achète de magazines en kiosque, les lecteurs se reportent sur le digital, qui pour beaucoup est gratuit. Alors évidemment, les éditeurs de magazines se sont mis au digital, mais la digitalisation n'a pas suffi à compenser les pertes de revenus traditionnels. Et évidemment, face à ça, vous avez des disrupteurs, et en l'occurrence un gros disrupteur qui s'appelle Google, qui capte la plupart des revenus publicitaires. Donc les budgets sont passés du média presse-magazine au média online, qui est un média beaucoup plus traçable, beaucoup plus démontrable quand on est le marketing d'une marque. Et donc, voilà, on est dans une situation où, si cette décroissance se poursuit encore 15 ans, Time Inc. n'existe plus. Alors que faire quand on sait que si on ne fait rien, on meurt? On meurt de toute façon, mais quand on a un business, on espère passer le relais à d'autres. Eh bien, c'est un projet de transformation. Et c'est une transformation dure et longue. Parce que la route est longue, il faut faire deux choses. C'est ce qu'on a décidé chez Time Inc. On a décidé, d'une part, de gagner en efficacité. Alors qu'est-ce que ça veut dire gagner en efficacité? Ça veut dire maigrir, ça veut dire faire des efforts de productivité. En clair, réduire les coûts. Et de manière drastique. On était sur un business qui visait sur un train de vie luxueux, avec une grande tour près de London Bridge. Tout ça a beaucoup changé. On a vendu la tour, on est passé en open space. Même le PDG avait un bureau en hot desking, comme on dit, et donc plus personne n'avait de bureau fermé. Enfin voilà, je vous passe les détails. Beaucoup d'efforts pour devenir plus agile, réduire sa voilure quelque part, et justement maigrir pour aller plus vite, pour être plus agile. Et l'autre volet, c'est quoi? C'est se transformer pour croître. Et donc aller chercher des leviers de croissance là où on ne vous attend pas forcément. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant 2 ans. Et donc cette transformation,
elle est passée par une première étape qui était de repenser complètement notre raison d'être. Est-ce qu'on est finalement un éditeur de presse magazine qui fait du print, du digital, et donc notre métier c'est de produire du papier, ou du digital, ou est-ce qu'on est autre chose? Et après avoir un peu pris de hauteur, on a eu la réponse à cette question. En fait, notre métier, c'est quoi? C'est un des plus vieux métiers du monde. C'est celui de conteur. On est des storytellers. C'est ce qu'on s'est dit. Et si on prend ce paradigme-là de dire, nous, on n'est pas un éditeur de presse magazine, nos marques, c'est du storytelling, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire du texte, on peut faire de la vidéo, on peut faire des images, on peut faire des événements. Et ce qu'on fait avec nos histoires, on les distribue sous forme de print, évidemment, on continue à faire ça, sous forme de mobile, de sites mobiles, sur des tablettes. On les monétise, c'est très important. Et on va les monétiser avec la pub, on connaît bien, les abonnements, la vente des détails en kiosque, mais aussi par le commerce. C'est pour ça que j'avais rejoint Timing, c'était pour faire des projets autour du e-commerce. Et donc passer de médias de contenu à médias marchands, en tout cas innover en matière de modèle économique. Et enfin, il y avait cette idée que quand on est un storyteller, on va vouloir augmenter l'expérience qu'on donne aux gens. L'expérience qu'on a avec le contenu, on va l'augmenter autour de services, de data, et donc pour nos clients annonceurs, leur fournir des insights et des données clients. Et donc, ces marques, c'est des marques en fait de points de passion. On s'est dit, on a beaucoup de marques, il y en a les 50 environ, et toutes ces marques, vous en connaissez certaines, vous connaissez Marie-Claire, par exemple, et peut-être vous connaissez aussi, pour les amateurs de vin, Decanter, ou pour les amateurs de design, Wallpaper, voilà, un certain nombre de magazines, essentiellement anglo-saxons, mais tous ont un point commun, ce sont tous des points de passion. On s'adresse à des gens qui sont passionnés de quelque chose. Et ça, c'est très important, parce que quand on fait du storytelling autour d'un point de passion, on s'adresse au cœur des gens. Et donc, à partir de là, on avait cette page blanche, et on s'est dit, bah, par où commencer? Et le par où commencer, en fait, pour nous, c'était se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions par rapport à notre modèle, c'était quoi? Première question, sur quoi est-ce que nous sommes très bons et crédibles? Quelles sont nos verticales, quels sont nos sujets où vraiment, là, on est les meilleurs et on a quelque chose à dire de différent? Deuxième question, qu'est-ce que font et que veulent nos clients? Se mettre à la place des passionnés. Vous êtes tous passionnés de quelque chose. Est-ce qu'il y a des passionnés de cyclisme dans la salle? J'en ai un là, super. Je sais qu'il y en a toujours un dans la salle. Il y a 1% de passionnés de cyclisme. C'est pas une statistique. Hein. Donc que font et que veulent nos clients? Que fait le passionné de cyclisme? Et enfin, quelle est la taille du marché et le retour sur investissement? Si j'ai pris l'exemple du cyclisme, c'est parce que j'ai un petit quiz pour vous. Est-ce que vous savez, et peut-être monsieur sait, combien dépense un cycliste par an sur sa passion? Et c'est valable pour beaucoup de passions. Un chiffre? Trop. Trop? Oui, effectivement. En tout cas, au UK, le passionné de cyclisme, il dépense 4000 pounds par an sur sa passion. 4000. Parce que quand vous êtes passionné, vous dépensez sans compter. Vous faites énormément de choses. Et donc, ces questions s'étaient posées pour, finalement, dessiner le parcours des clients qui lisent nos magazines. Et la lecture de magazines et l'achat de contenu, c'est que 4% de leur porte-monnaie. C'est que 4% de ces 4000 €. Et donc, quand vous êtes passionné de quelque chose, vous avez toute une série d'activités qui font partie de votre consommation de cette passion. Et vous ne comptez pas, vous dépensez sans compter. Moi, je suis passionné de musique. Si je veux m'acheter un instrument, je m'achète mon instrument. Je ne regarde même pas le prix. C'est vrai. Et je dépense beaucoup. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on s'est posé cette question, on a fait un mapping et on s'est dit, voilà, les sujets sur lesquels on est très bon, c'est l'équitation, le vin, le cyclisme, les arts créatifs, la mode, la chasse, le médical et le design. Et on a choisi ces sujets pour commencer à chercher des sujets, des choses qu'on pourrait faire différemment, des projets sur lesquels on pourrait aller, des terrains sur lesquels on pourrait aller, pour aller chercher des revenus adjacents à ceux qu'on connaît déjà dans nos cœurs de métier. De là est né un certain nombre de diversifications. On a
fait un partenariat avec un organisateur d'événements cyclistes et également avec un organisateur d'événements autour des modes alternatifs, vous savez, les modes et travaux. Et de ce partenariat est née une acquisition. Et ça, c'est fertile, parce que vous avez le magazine Cycling Weekly, qui devient aussi organisateur d'événements, qui dans le magazine parle des événements, vend les événements, et sur les événements cyclistes, où on réunit beaucoup de monde, ben on parle du magazine. Donc c'est vertueux. Et donc là, 1 + 1 = 3. Donc ça, c'est le genre de modèle, événement plus contenu, ça fonctionne bien. D'autres leviers, c'est créer carrément des choses ex nihilo. On s'est rendu compte que sur le marché de l'équitation, il y avait beaucoup d'organisateurs d'événements équestres, et il y a peut-être quelques passionnés d'équitation dans la salle, qui font du show jumping ou du dressage, qui sont les activités des gens qui ont un cheval. Et ces événements aussi, c'est très désorganisé, c'est très archaïque. Ils fonctionnent avec du fax, avec du papier. Et on a créé un site, une sorte de portail, une sorte de Eventbrite de l'équitation. Quelque chose qui a bien marché, parce que dans les expérimentations, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins. Mais ça marche toujours. Ça s'appelle Powder. C'est Marie-Claire qui s'est dit, on va faire une box où on va mettre des échantillons de cosmétiques haut de gamme qui auront une valeur globale de l'ordre de 135 pounds, mais qu'on va vendre 35 pounds. Et donc le marketing, c'était 120 pounds, pardon. 120 pounds, et vous l'avez pour 35 pounds. Et vous recevez chez vous une box avec des produits innovants, très haut de gamme, des marques avec lesquelles, je vous le donne en mille, Marie-Claire est partenaire. C'est des Clarins, c'est des L'Oréal, qui étaient très contents d'avoir de la pub dans le magazine et qui ont offert les produits. Donc là, on vendait une box avec 35 pounds, avec des produits qu'on avait gratuitement. Ça, c'est un bon modèle économique. Enfin, quelque chose de plus osé, mais qui m'a beaucoup plu parce que moi, je suis retailer dans l'âme, c'était l'ouverture d'un magasin sous marque Marie-Claire. On s'est dit, bah, Sephora n'a pas très bien réussi au UK, on a peut-être notre chance de créer quelque chose d'un peu différent, avec une boutique de cosmétiques, haut de gamme, toujours, qui s'appelle Marie-Claire. En tout cas, qui s'appelle Fable by Marie-Claire. Et donc, il y a ce trait de marque de contenu. Et la boutique, je vous encourage à aller la voir si vous allez à Londres, elle est à Tottenham Court Road. C'est l'univers de Marie-Claire en magasin. Donc, beaucoup de contenu, des conseillères en cosmétique qui sont aussi éditrices dans le magazine, du contenu qui vient du magazine sur les meilleurs cosmétiques possibles, des images qui sont les images du magazine, etc., etc. Donc on rentre dans un univers de contenu et qui est aussi évidemment sur Internet avec un partenariat avec Ocado. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes entrepreneur, si vous êtes start-upper, si vous êtes disrupteur ou disrupté, mais en tout cas, posez-vous cette question à l'avenir de peut-être anticiper la disruption des autres en la créant vous-même. Merci beaucoup.